Bien. Je vous propose d'entamer le... Ah. Bon, allez. Si vous en êtes d'accord, le temps de faire l'appel. Le deuxième conseil municipal. Et donc, je vais reprocéder à l'appel. Donc, Monsieur Jackie Bertin est présent. Monsieur Biré-Michel, il est présent. Monsieur Boissineau Antoine, il est présent. Monsieur Bouillot Stéphane, il est présent. Monsieur Bréau Ludovic. Madame Champarneau Catherine, présente. Madame Dabin Sophie, présente. Patricia Drouin. Foulonneau Mathieu. Fourage Hugues. Merci. Monsieur Gerbeau Stéphane, présent. Grouin Stéphanie. Présente. Très bien. Guignard Anne-Lise. Guyonnet Philippe. Présent. Bon Ludovic. Huetz Anne. Présente. Donc Claire Lovrière est absente et a donné pouvoir à Madame Rouault. Madame Légeron Ghislaine. Présent. Monsieur Lemoine Mathias. Monsieur Macor Jean-Paul. Madame Ariel Memto. Monsieur Mété Pierre-André. Monsieur Minier Philippe. Monsieur Pétorin Jean-Pierre. Madame Quignou Manon, elle est absente, à donner pouvoir à Monsieur Lemoigne. Madame Rouault Christelle. Roussillon Christelle. Sylvie Saint-Cyr. Ségui Geneviève. Trudeau Christelle. Verdon Sébastien. Vergniaud Benjamin. Présent. Madame Dominique Vera-Griot. Voilà. Et ben voilà. Très bien, merci. Et donc, je vous propose de nommer un nouveau secrétaire de séance. Et je vous propose dans l'ordre du tableau, Monsieur Benjamin Vergniaud, s'il l'accepte et si vous en êtes d'accord. Voilà. Pas d'objection. Je vous remercie. Et donc, je vous propose de commencer par la première délibération. Et voilà. Concernant les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Au terme de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, étant ainsi investi d'une compétence générale. Le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée du mandat tout ou partie des pouvoirs énumérés à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et ce, afin de faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale, permettant ainsi une meilleure réactivité et une rapidité d'exécution des décisions. Les décisions prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. Donc je vous ferai lecture du tableau, sachant que ce sont les mêmes délégations qu'auparavant, auxquelles nous avons rajouté la 29. Donc, la première délégation est celle d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. La seconde est de fixer les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans la limite unitaire de 2 000 € net de taxes. Un catalogue annuel reprenant l'ensemble des décisions sera présenté au conseil municipal pour information, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisième point, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées aux articles 3 de l'article 1618-2 et à l'article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites des crédits inscrits au budget. Quatrième point, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à 1 million € hors taxes,
ainsi que toute décision concernant les avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de biens immobiliers et immobiliers du domaine public et du domaine privé de la commune pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Point 13, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Point 14, de fixer les reprises d'alignement en application du document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme pour les zones UA, UB, UE, 1UA, B et C, 2AUA, du plan local d'urbanisme hors zone UEA, B et C, 1UAE et 2AUE de la compétence de la communauté de communes du pays de Fontenay et du secteur sauvegardé. Que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues à l'article 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour l'ensemble des dossiers se rapportant aux activités à l'image de la ville, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux pour l'ensemble des sinistres, de donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 alinéa 4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, dite ZAC, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1,5 million par année civile, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption de fonds de commerce défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme dans le périmètre défini par la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2011, centre commercial du Porto, centre commercial des Moulins et centre-ville, rue de la République, rue Georges Clémenceau, rue du Port, rue des Loges, rue de Blossac, rue du Docteur Audet, rue Rabelais, section comprise entre la place Viette et la rue Barnabé-Brisson, la place Chevolot, la place de Verdun, la place Tiverset et le marché aux herbes, place du Dauphin. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L. 240-1 et suivants du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application de ces mêmes articles par arrêté du maire aux adjoints et conseillers dans le cadre de leur domaine de délégation. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523.4 et L. 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement et de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Le point 25, non applicable puisqu'il s'agit d'expropriation concernant les zones de montagne, donc ce n'est pas pour nous. Le point 26, c'est de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions d'un montant inférieur à 1 million d'euros, de procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et enfin, d'ouvrir, donc ça c'est un nouveau point, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au point 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Il s'agit de pouvoir participer par voie électronique à des enquêtes publiques concernant par exemple le PPRI.
Voilà. Y a-t-il des questions ou des observations concernant les délégations de pouvoir au maire? Pardon, Bertin. oui, une question. Je suppose que ces délégations sont celles qui étaient dans le mandat précédent? Tout à fait, c'est exactement les mêmes. Je vous ai dit, à part celle qui est non applicable, la point 25, et la 29 qu'on vient juste de rajouter, D'accord. voilà, nous concerne. Merci. Effectivement. Autre question? Donc je vous propose donc de donner délégation à Monsieur le maire de Fontenay-le-Comte pour la durée du mandat, à charge pour lui d'en rendre compte à chacune des réunions de conseil municipal, conformément aux demandes précisées selon l'annexe jointe, de décider qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ces délégations seront exercées par les adjoints dans l'ordre du tableau selon leur présence, et d'autoriser Monsieur le maire à subdéléguer aux adjoints, dans le cadre de leur domaine de délégation, partie de ces délégations pour les points 5 et 8. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, 7, c'est ça? 7. Rapport adopté. Je vous remercie. Délibération suivante pour Madame Drouin. Lors des travaux réalisés par les agents de la ville dans le cadre de l'activité des services, du fait de l'activité de la ville, des dommages peuvent être occasionnés à des tiers. Dans ce cas, la ville sollicite l'intervention de ces compagnies d'assurance, notamment en responsabilité civile. Toutefois, le contrat responsabilité civile actuel prévoit une franchise générale de 500 €. En cas de sinistre inférieur à ces montants ou pour la part de ces franchises, la ville reste son propre assureur et doit procéder à l'indemnisation du tiers sinistré ou de son assurance. Il en résulte que chaque indemnisation doit faire l'objet d'une décision individuelle et nominative du conseil municipal. Afin de faciliter l'indemnisation des victimes, il est proposé de mettre en place une délibération générale donnant délégation au maire pour indemniser soit les sinistres inférieurs au montant des franchises sur facture de réparation acquittée, soit les franchises des sinistres sur présentation des décomptes des assurances dans la limite des crédits inscrits au budget. Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, considérant les montants des franchises prévues au contrat de responsabilité civile, considérant qu'en cas de sinistre inférieur à ces montants ou pour la part de ces franchises, la ville est son propre assureur et doit procéder à l'indemnisation du tiers sinistré ou de son assurance si sa responsabilité est avérée. Considérant que pour faciliter l'indemnisation des victimes, il est proposé de mettre en place une délibération générale donnant délégation au maire pour indemniser soit les sinistres inférieurs au montant des franchises sur facture de réparation acquittée, soit les franchises des sinistres sur présentation des décomptes des assurances dans la limite des crédits inscrits au budget. Considérant que cette disposition en matière d'assurance est en complément au point 6 de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Considérant que cette délégation permet un règlement des sinistres dans un délai restreint, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'indemnisation des sinistres inférieurs au montant des franchises ou des franchises prévues à ces contrats d'assurance en cas de sinistre dont la ville est responsable et pour lesquels elle reste son propre assureur en faveur des tiers sinistrés ou des compagnies d'assurance. Donne délégation à Monsieur le maire pour régler par décision ces montants de franchise ou de sinistres inférieurs au montant des franchises dans la limite des crédits inscrits au budget sur présentation des décomptes des assurances ou sur facture de réparation acquittée. Merci. Y a-t-il des observations? Des questions? Donc je vous propose d'approuver cette délibération ou non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Délibération suivante. Je vous propose donc la création des commissions communales. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Aussi, afin de faciliter l'étude des dossiers soumis à l'examen du conseil municipal, il convient pour la durée du mandat de créer des commissions en charge de préparer les questions relevant des compétences communales. Donc, je vous rappelle que nous avions donc 3 commissions obligatoires sur le tableau, donc 3 commissions de 5 membres, en tenant compte effectivement de la proportionnelle, donc 4 membres pour la majorité, 1 poste pour la minorité. Sur ces commissions-là, nous avions le souhait effectivement qu'il y ait une représentation pour les deux listes d'opposition. Ce n'était pas possible. Donc pour les restes des commissions, on les a portés donc à 10 pour les autres commissions, puisque avant on en avait certaines qui faisaient 8 membres. Donc elles font désormais 10 membres, qui permet une représentation pour la liste Renaissance pour Fontenay désormais. Donc pour la commission d'adjudication ou d'appel d'offres, 5 membres. Pour la commission spécifique d'ouverture des plis de délégation, donc 5 membres également. La CCSPL, 10 membres. Donc 7 pour la majorité, 2 pour la liste Vivre Fontenay et 1 pour la liste Renaissance pour Fontenay. Pour la liste, pour les commissions facultatives, donc commission Solidarité et Citoyenneté, donc 10 membres avec les mêmes proportions. La liste Commission Urbanisme et Renouvellement Urbain, donc qui sera de 15 membres. Donc 11 membres pour la majorité, 3 membres pour la liste Vivre Fontenay et 1 membre pour la liste Renaissance pour Fontenay. Voilà, donc la commission Enseignement et Jeunesse, la commission Vie associative et Sport, la commission Environnement et Mobilité, la commission Sécurité publique et numérique, la commission Culture et Patrimoine, la commission Voirie, Circulation et Construction, la commission Finances et Ressources humaines et la commission Commerce et Animation. Donc, je vous propose donc de décider la création des commissions communales facultatives à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en proposant un poste minimum à la liste Renaissance pour Fontenay, et de décider de la création pour la durée du mandat des commissions communales suivant l'ordre que je vous ai donné. Avez-vous des questions? Donc, qui vote contre? Qui vote pour? Allez, c'était pour voir si tout le monde suivait. Donc, vous vous abstenez, M. Fourage? Mais non, mais je demande. Voilà, donc 7 abstentions pour la liste Vivre Fontenay. Merci bien. Commission communale, donc maintenant pour la désignation. Le Conseil vient de procéder à la création de commissions communales. Il convient de pourvoir à leur composition. En vertu de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, l'élection a lieu au scrutin secret. Cependant, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Donc, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Donc ce qui a été fait, puisque nous avons proposé effectivement à chaque membre de donner une liste. Donc il vous est proposé, alors je vais en faire, oui, on va faire la liste quand même, avant de proposer au vote. Donc on va faire lecture des membres. Donc, concernant les commissions obligatoires, donc, ils sont au nombre de 3. Donc, concernant la commission d'adjudication et d'appel d'offres, donc 5 membres, comme je l'ai dit tout à l'heure, titulaires ou suppléants. Donc, il est proposé donc 5 membres, donc 4 membres pour la liste 100% Fontenay et 1 pour la liste Vivre Fontenay. Donc, on vous propose 5 membres titulaires, donc Jean-Pierre Péterin, Stéphane Bouillot, Michel Biré, Philippe Guyonnet et Pierre-André Mettet, et 5 suppléants.
Madame Ghislaine Légeron, Monsieur Benjamin Vergniaud, Monsieur Sébastien Verdon, Madame Patricia Drouin et Jean-Paul Macor. Je vous en fais lecture de toutes les listes et on votera l'ensemble, si vous en êtes d'accord. Ensuite, la commission spécifique d'ouverture des plis. Donc, pareil, 5 membres, donc, pour la même proportion. Donc, Jean-Pierre Pétorin, Patricia Drouin, Stéphane Bouillot, Michel Biret et Hugues Fourage. Et pour les 5 suppléants, Ghislaine Légeron, Benjamin Vergniaud, Sébastien Verdon, Antoine Boissineau et Pierre-André Mettet. Pour la commission consultative des services publics locaux, donc 10 membres. Donc 7 pour la majorité, 2 pour la liste Vivre-Fontenay et 1 pour la liste Renaissance pour Fontenay. Donc 10 membres titulaires, Ghislaine Légeron, Benjamin Vergniaud, Anne Huetz, Jean-Pierre Pétorin, Patricia Drouin, Michel Biret, Philippe Guillonnet, Hugues Fourage, Catherine Champarneau et Jackie Bertin. Et pour les suppléants, Sébastien Verdon, Christelle Trudeau, Mathias Lemoine, Ariel Memto, Geneviève Ségui, Pierre-André Mettet et Dominique Vérag-Griot. Donc pour les commissions consultatives, donc pour la première commission de 10 membres, Solidarité et Citoyenneté. Donc nous avons 7 membres pour 100% Fontenay, 2 pour Vivre Fontenay et 1 pour la liste Renaissance pour Fontenay. Donc Ghislaine Légeron, Benjamin Vergniaud, Christelle Rouault, Christelle Trudeau, Sébastien Bouillot, Stéphane Bouillot, Claire Lovrière, Annelise Guignard, Pierre-André Mettet, Geneviève Ségui et Dominique Vérag-Griot. Pour la commission urbanisme et renouvellement urbain, donc 15 membres, donc 11 pour 100% Fontenay, 3 pour Vivre Fontenay et 1 pour Renaissance pour Fontenay. Donc Benjamin Vergniaud, Anne Huetz, Jean-Pierre Pétorin, Christelle Trudeau, Ariel Memto, Stéphane Bouillot, Mathieu Foulonneau, Michel Biret, Philippe Guillonnet, Ludovic Bréau, Antoine Boissineau, Hugues Fourage, Stéphane Gerbeau, Catherine Champarneau et Jackie Bertin. Pour la commission enseignement et jeunesse, de 10 membres, Madame Ghislaine Légeron, Christelle Rouault, Anne Huetz, Sophie Dabin, Claire Lovrière, Annelise Guignard, Manon Quignou, Geneviève Ségui, Christelle Roussillon et Dominique Vérag-Griot. Pour la commission vie associative et sport, de 10 membres, Ghislaine Légeron, Christelle Rouault, Philippe Minier, Sylvie Saint-Cyr, Sophie Dabin, Stéphanie Grouin, Ludovic Bréau, Pierre-André Mettet, Christelle Roussillon et Jackie Bertin. La liste environnement et mobilité, donc Benjamin Vergniaud, Christelle Rouault, Anne Huetz, Jean-Pierre Pétorin, Christelle Trudeau, Stéphane Bouillot, Mathieu Foulonneau, Jean-Paul Macor, Geneviève Ségui et Jackie Bertin. La commission sécurité publique et numérique, 10 membres. Benjamin Vergniaud, Sébastien Verdon, Christelle Trudeau, Ariel Memto, Mathieu Foulonneau, Annelise Guignard, Ludovic Bréau, Hugues Fourage, Stéphane Gerbeau et Jackie Bertin. Pour la commission culture et patrimoine, 10 membres. Philippe Minier, Anne Huetz, Sylvie Saint-Cyr, Philippe Guillonnet, Claire Lovrière, Annelise Guignard, Stéphanie Grouin, Catherine Champarneau, Christelle Roussillon et Dominique Vérag-Griot. Pour la liste voirie, je ne sais pas pourquoi je veux parler de liste, pour la commission, voirie, circulation et construction, donc Benjamin Vergniaud, Anne Huetz, Jean-Pierre Pétorin, Christelle Trudeau, Stéphane Bouillot, Mathieu Foulonneau, Ludovic Bréau, Catherine Champarneau, Stéphane Gerbeau et Jackie Bertin. Pour la commission finances et ressources humaines, une commission de 15 membres, Ghislaine Légeron, Benjamin Vergniaud, Christelle Rouault, Philippe Minier, Anne Huetz, Sébastien Verdon, Sylvie Saint-Cyr, Jean-Pierre Pétorin, Patricia Drouin, Mathieu Foulonneau, Michel Biret, Jean-Paul Macor, Hugues Fourage, Pierre-André Mettet, Dominique Vérag-Griot. Concernant la commission, donc la dernière, celle du commerce et de l'animation, qui est de 10 membres, donc Sébastien Verdon, Sylvie Saint-Cyr, Mathias Lemoine, Christelle Trudeau, Sophie Dabin, Claire Lovrière, Antoine Boissineau, Geneviève Ségui, Christelle Roussillon et Dominique Vérag-Griot. Est-ce que ça correspond? Est-ce que des observations? Très bien. Donc, je vous propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de constater l'existence d'une seule liste pour chaque commission et de nommer et d'installer les membres des commissions selon le tableau que je vous ai présenté. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Donc nous allons procéder à la prochaine délibération concernant les organismes extérieurs, délégation aux uns des organismes extérieurs, désignation.
Donc la ville de Fontenay-le-Comte est membre des organismes suivants et doit dès lors procéder à une désignation de délégué pour la représenter. Il peut être procédé, exceptionnellement, compte tenu de la période liée à l'épidémie de Covid-19, à l'élection des syndicats mixtes, au scrutin ouvert, et non à bulletin secret, conformément à la loi, après un accord du conseil municipal à l'unanimité. Donc je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez voter à bulletin secret ou est-ce que vous voulez voter à scrutin ouvert? Comme vous le souhaitez. Pardon? Ouvert pour tout le monde? Oui, très bien. Hop. Donc je vous propose, donc pour les SEM, oui, parce que pour les SEM, on pouvait voter effectivement un bulletin secret. Donc pour chaque organisme extérieur, donc nous vous proposons une liste pour 100% Fontenay et une liste pour Vivre Fontenay. Donc pour le premier organisme extérieur, il s'agit du comité territorial de l'énergie du pays de Fontenay-le-Comte concernant le CIDEV. Donc nous vous proposons une liste pour 100% Fontenay avec Jean-Pierre Pétorin en titulaire et M. Vergniaud en suppléant. Et donc la liste de Vivre Fontenay avec M. Pierre-André Mettet et Mme Christelle Roussillon. Donc je vous propose de voter à main levée. Donc qui souhaite voter pour la liste 100% Fontenay? Voilà. Y a-t-il... Voilà. C'est bon pour les votes? Très bien. Merci. Concernant le pôle d'innovation automobile Sud-Vendée, donc la SEM... Pardon, excusez-moi. Désolé, oui. Pardon. Autant pour moi, excusez-moi. Pour la liste Vivre Fontenay. Très bien. Très bien. Merci. Vous abstenez? Abstenez? S'il vous plaît, monsieur le maire. Oui, je vous en prie. Simplement une remarque. Effectivement, lorsqu'on a vu le tableau des commissions arriver, vu le nombre de places réservées, on savait qu'on n'avait aucune chance de participer à ces commissions-là. D'ailleurs, le résultat tout à l'heure des élections pour les sénatoriales n'a fait que conforter ce qu'on pensait. Donc, on s'abstiendra sur les votes de ces commissions. Très bien. Je vous remercie. C'est noté. Merci. Donc, je vous propose le deuxième organisme extérieur. Il s'agit du pôle d'innovation automobile. Donc, nous vous proposons la liste 100% Fontenay avec Claire Lovrière et M. Antoine Boissineau, et la liste de Vivre Fontenay qui propose M. Stéphane Gerbeau. Donc, qui vote pour la liste 100% Fontenay? Très bien, merci. La liste Vivre Fontenay? Très bien. Et donc, 2 abstentions pour Renaissance pour Fontenay, si j'ai bien compris. Concernant la SEM Orion, donc, qui nous assiste sur le projet urbain, donc là, nous avons seulement un rôle de censeur. Et donc, nous vous proposons pour la liste 100% Fontenay, M. Benjamin Vergniaud, ou pour la liste Vivre Fontenay, M. Hugues Fourage. Donc, pour la liste 100% Fontenay, qui vote pour cette liste, s'il vous plaît? Merci. La liste 100% Fontenay. La liste Vivre Fontenay, autant pour moi. Et Renaissance pour Fontenay, 2 abstentions. La liste Orion, c'est fait. Le syndicat mixte du parc interrégional du Marais-Poitevin. Donc, nous vous proposons un délégué titulaire, un délégué suppléant. Donc, Anuetz pour la liste 100% Fontenay et M. Lemoigne en tant que suppléant. Et pour la liste Vivre Fontenay, Mme Geneviève Ségui et M. Pierre-André Mettet, qui votent pour la liste 100% Fontenay. Merci. La liste Vivre Fontenay. Merci. Et donc, Renaissance pour Fontenay, abstention. Syndicat mixte des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications des Pays de la Loire, donc qu'on appelle également Gigalis. Donc, pareil, un délégué titulaire, un délégué suppléant. Donc, il vous est proposé pour la liste 100% Fontenay, M. Sébastien Verdon et Mademoiselle Trudeau-Christelle. Et pour la liste Vivre Fontenay, M. Jean-Paul Macor et Mme Catherine Champarneau, qui votent pour la liste 100% Fontenay. Merci. La liste Vivre Fontenay. Merci. Merci. Concernant le syndicat mixte e-collectivité Vendée, donc la liste 100% Fontenay propose M. Sébastien Verdon et la liste Vivre Fontenay propose M. Hugues Fourage. Qui vote pour 100% Fontenay?
Merci. Vivre Fontenay. Merci. Abstention. Et puis le dernier syndicat mixte qui n'est autre que Vendéo. Nous vous proposons pour ce syndicat la liste 100% Fontenay, Madame Anne Huetz, Monsieur Antoine Boissineau. Pour la liste 100% Fontenay, Monsieur Stéphane Bouillot et Monsieur Foulonneau suppléant. Et puis pour la liste Vivre Fontenay, Monsieur Pierre-André Mété et Monsieur Jean-Paul Macor, pardon. Qui votent pour la liste 100% Fontenay et la liste Vivre Fontenay. Merci. Merci bien. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Je pense qu'à l'instar ou à l'aune de ce qu'a dit Jacques Libertin, nous n'avions aucune illusion. En tout cas, nous avions une pétition de principe qui a été confirmée. Effectivement, c'est bien la liste 100% Fontenay, puisque vous avez pris 100% des délégations dans les organismes extérieurs, et pourtant, vous aviez prôné le rassemblement. Merci, Monsieur Fourage. Délibération suivante. Concernant la désignation des représentants de la société anonyme, donc la SEM Vendée Expansion. Au regard des compétences et des territoires qu'elle a en gestion, la ville de Fontenay-le-Comte est actionnaire de la SEM Vendée Expansion. Vendée Expansion a pour objet d'intervenir pour ce qui concerne notamment la réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, la réalisation d'opérations de construction de bâtiments, le développement du tourisme du territoire départemental. Les instances de la société sont pour partie composées d'élus représentant les collectivités locales et leurs groupements actionnaires. Il convient donc de désigner les représentants de la ville de Fontenay au sein des instances de la SEM Vendée Expansion. Donc je vous propose de... Alors c'est pareil, on peut voter à bulletin secret ou voter à main levée, c'est comme vous voulez. Je vous propose de voter à main levée, mais on peut voter à bulletin secret. Qu'est-ce que... Main levée, merci. Donc, on vous propose pour la liste 100% Fontenay, Madame Ghislaine Légeron et Monsieur Lemoine Mathias, suppléants. Et puis Vivre Fontenay vous propose Monsieur Stéphane Gerbeau et Madame Catherine Champarneau. Et concernant le conseil d'administration et de l'Assemblée spéciale, nous proposons la liste 100% Fontenay, donc Monsieur Benjamin Vergniaud et Monsieur Jean-Paul Macor pour la liste Vivre Fontenay. Donc, qui vote pour la liste 100% Fontenay, s'il vous plaît? Merci. Donc la liste Vivre Fontenay. Merci. Et donc Renaissance pour Fontenay s'abstient. Merci. Donc il vous est proposé donc de désigner Madame Légeron et Monsieur Lemoigne pour représenter la ville de Fontenay au sein de l'Assemblée générale de la SEM Vendée Expansion et Monsieur Vergniaud pour le suppléer. C'était Madame Légeron pour représenter la ville de Fontenay au sein de l'Assemblée générale. Et Monsieur Lemoigne pour la suppléer en cas d'empêchement, et de désigner Monsieur Vergniaud afin de représenter la ville de Fontenay au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration de la SEM Vendée Expansion, d'autoriser son représentant à l'Assemblée spéciale à exercer via les collectivités au sein du conseil d'administration de la SEM Vendée Expansion les fonctions de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration ou de censeur. D'autoriser son représentant à exercer via la collectivité au sein de l'Assemblée spéciale, la SEM Vendée Expansion, les fonctions liées à la présidence. D'autoriser son représentant au sein de l'Assemblée spéciale de la SEM Vendée Expansion à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le conseil d'administration dans le cadre de l'exercice de sa représentation. Et d'autoriser son représentant au sein de l'Assemblée spéciale à percevoir de la SEM Vendée Expansion sur présentation des justificatifs le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ces mandats conformément à l'article R225-33 du Code du commerce. Délibération suivante concernant le centre communal d'action sociale. Chaque renouvellement du conseil municipal implique le renouvellement du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, le CCAS. Présidé de droit par Monsieur le maire, ce conseil est composé à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile.
dans une fourchette maximum de 16 membres, soit 8 administrateurs issus du conseil municipal et 8 administrateurs pour les associations en plus du maire. Monsieur le maire propose de fixer ce nombre de postes à 16, dont 8 sièges pour les membres du conseil municipal. Il convient ensuite de procéder à leur élection. Monsieur le maire propose de désigner les membres à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, en proposant un poste minimum à la liste Renaissance pour Fontenay. Le scrutin est secret. Mais il est proposé également de voter à main levée comme nous l'avons fait. Est-ce que vous l'acceptez le principe ou vous voulez... Non. Là, c'est secret. Donc c'est secret. Puisque c'est secret, on va procéder au vote. Alors. Donc il est rappelé que les formalités visant à l'information des associations concernées à la nomination de leurs représentants par arrêté du maire et à l'élection des délégués du conseil municipal s'inscrivent dans un délai contraint de 2 mois à compter du jour d'installation du nouveau conseil. Donc il vous est proposé, s'il vous plaît, de fixer... il vous est proposé une liste qui doit être dans votre dossier de conseil, avec donc une représentation des différentes sensibilités. Donc Madame Légeron, donc 5 membres pour la liste 100% Fontenay, donc Madame Légeron, Monsieur Verdon, Monsieur Boissineau, Monsieur Bouillot et Madame Trudeau. Pour la liste Vivre-Fontenay, Monsieur Pierre-André Mété, Madame Catherine Champarneau, et puis Madame Vérac-Griot pour la liste Renaissance pour Fontenay. Voilà, donc on va procéder au vote. On va renommer un assesseur. On va demander à Madame Guignard. Trudeau. Est-ce que Monsieur Bertin accepterait de faire la tournée Que c'est possible. Merci, Monsieur Bertin. Peut-être donner le bureau. Michel. C'est quoi ça, ce bulletin? Oui. Ah, et si, on avait dit, et Mademoiselle Trudeau pour dépouiller, s'il vous plaît. Dans ta poche, là, tu dois avoir des feuilles. Il y a un bordel partout, là. C'est quoi? Il n'y a rien? J'ai rien, mais j'ai pas de bulletin. C'est comme ça. Oui. Très bien. Mais j'ai pas d'enveloppe. Marron. Ah. J'ai pas d'enveloppe. Alors, Ça commence voilà. par moi. Désolé. Alors, on va procéder comme d'habitude. Il faut procéder au nom? Chacun? Le nom de chacun? Non. Alors, Madame Légeron a voté. Monsieur Minier a voté. Madame Annuetz a voté. Monsieur Pétorin a voté. Madame Drouin a voté. Monsieur Biret a voté. Madame Grouin a voté. Monsieur Bouillot a voté. Madame Trudeau a voté. Monsieur Bréau a voté. Madame Annelise Guignard a voté. Madame Vérac-Griot a voté. Monsieur Jacques Bertin a voté. Monsieur Métet a voté. Madame Segui a voté. Madame Roussillon a voté. Monsieur Gerbeau, pardon, a voté. Monsieur Fourage. Monsieur Macor. Madame Champarneau a voté. Monsieur Lemoine a voté. Oui, il y a des pouvoirs. Oui, il y a des pouvoirs. Vous notez les pouvoirs? Antoine Boissineau, pardon, a voté. Excusez-moi. Madame Dabin a voté. Monsieur Foulonneau a voté. Monsieur Guyonnet a voté. Madame Meumteau a voté. Madame Saint-Cyr a voté. Monsieur Verdon a voté. Madame Rouault va voter, a voté. Et le pouvoir de Claire Lovrière, Monsieur Vergniaud a voté. Et Monsieur Aubon a voté. Merci. Procédez. Et le pouvoir de Mademoiselle Quignon. Le pouvoir de Manon Quignou pour Monsieur Lemoine, s'il vous plaît. Petit coin de table. Là, peut-être là, avec Christelle, s'il vous plaît. Ça, c'est bon? Il n'y a pas besoin? Hein? Oui, c'est fait, ça. Dans un
un suspense insoutenable. Pardon? Anne, on va noter. Merci. Liste complète. 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 Et la dernière. Liste complète.
Donc 33. 33, liste complète. Merci. Dans un suspense insoutenable. Merci. Donc sont élus Ghislaine Légeron, Sébastien Verdon, Antoine Boissineau, Stéphane Bouillot, Christelle Trudeau, Pierre-André Mettet, Catherine Champarneau et Dominique Vérac-Griot. Je vous remercie. Commission communale des impôts directs, proposition des commissaires. L'article 1650 du Code général des impôts dispose que la durée du mandat des membres de la Commission communale des impôts directs, la CCID, est la même que celle du mandat du conseil municipal et que les nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseillers municipaux. La désignation des 8 commissaires titulaires, des 8 commissaires suppléants, est faite par le directeur des services fiscaux de la Vendée sur présentation par le conseil municipal d'une liste en nombre double de contribuables inscrits au rôle des impositions directes locales de la commune et remplissant les autres conditions prévues dans ce même article, soit 16 titulaires et 16 suppléants. Les commissaires doivent être de nationalité française ou être ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Donc il est proposé au Conseil de proposer une liste de 16 commissaires titulaires et 16 suppléants comme indiqué ci-dessous. Donc je vous en fais la liste. Donc Monsieur le maire propose donc la désignation selon la répartition suivante. Donc la liste 100% Fontenay, 12 titulaires et 12 suppléants. La liste Vivre Fontenay, 3 titulaires et 3 suppléants. Et la liste Renaissance pour Fontenay, 1 titulaire, 1 suppléant. Vous nous avez donc donné votre liste à chacun pour former donc cette liste. Donc pour les commissaires titulaires, donc Monsieur Graillon Bernard, Monsieur Lallaire Jean-Michel, Madame Nouzy Claude, Monsieur Gino Fionneau, Madame Brément Dominique, Monsieur Hervé Boisjol, Madame Ghislaine Roux, Marc Patou, Patricia Michaud, Paul Grosbon, Jackie Thébaudot, Jean-Philippe Mercurio, François-Xavier Berthaud, Éric Pierre et Joseph Tessier pour les titulaires. Et pour les suppléants, pardon ? Ah oui, pardon, excusez-moi, elle n'était pas mentionnée, excusez-moi, Madame Boisson-Picot, excusez-moi, pour la liste Renaissance. J'avais pas, ma feuille n'était pas à jour. Excusez-moi. Et ça va être pareil, pour les suppléants, Madame Dominique Paluel, Monsieur Gilbert Brianceau, Monsieur Ludovic Baudry, Monsieur Jean-Noël No, Madame Monique Baillargeau, Madame Sylviane As-Fabre, Madame Joanne Bouy, Laurent Battiot, Philippe Lenévanic, Marie-Thérèse Balini, Pascal Plot, Michel Métayer, Jannick Cabon, Sylvie Hugues, Fabienne Garot et Serge Petit. Excusez-moi. Très bien, c'est noté. Donc il est proposé donc, de transmettre à Monsieur le directeur des services fiscaux de la Vendée la liste ci-après comportant 16 commissaires titulaires et 16 suppléants pour siéger au sein de la commission communale des impôts directs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Délibération suivante concernant le statut de l'élu local. Monsieur Biret, s'il vous plaît. Il s'agit de fixer les indemnités qui seront attribuées aux maires, aux adjoints et aux conseillers. Alors, un petit rappel des dispositions du Code général des collectivités. L'article L2123-17 de ce code dit que les fonctions d'élus sont gratuites, mais qu'elles peuvent donner lieu au versement d'indemnités de fonction pour compenser les frais que les élus engagent au service de la commune et des concitoyens. Le montant de ces indemnités est fixé conformément au code et plus particulièrement l'article L2123-23. À partir de là, la délibération se décompose en 2 parties puisque nous devons désormais adopter dans un premier temps l'indemnité de base et dans un deuxième temps les majorations auxquelles les élus de la ville peuvent prétendre. En ce qui concerne l'indemnité de base, elle est fixée en pourcentage de l'indice terminal de la fonction publique, c'est-à-dire l'indice 1027. Et c'est donc par rapport à cet indice que les indemnités sont fixées pour chacun des élus. Donc, il vous est proposé, dans un premier temps, d'adopter le montant d'une enveloppe qui pourra être ensuite répartie
entre les différents bénéficiaires de cette indemnité. Cette enveloppe est calculée en ce qui concerne le maire et les adjoints au maire, c'est-à-dire un maire et 9 adjoints. Pour le maire, 65% de l'indice terminal 2027, c'est-à-dire 2528,11 € par mois. Et pour chacun des adjoints, 27,5% de ce même indice, c'est-à-dire 1069,59 par adjoint, ce qui fait un total pour les adjoints de 9626,27 et une enveloppe à répartir au total de 12 154,38. Et donc, dans un premier temps, il vous est proposé de répartir le montant de cette enveloppe fixé en pourcentage de l'indice terminal 1027. Pour le maire, 61,80%. Pour le premier adjoint, 18,43%. Pour les autres adjoints, 14,55%. Pour les conseillers municipaux délégués, 9%. Pour les conseillers municipaux délégués de quartier, 4,99%. Pour le conseiller municipal missionné, 5,10%. Et les conseillers municipaux sans délégation, 2,39%. Il vous est également demandé de dire que le versement pourra intervenir à compter du 11 juillet, c'est-à-dire à partir de demain, ou plus tard lors de l'attribution d'une délégation qui ouvrirait droit à un pourcentage de cette indemnité. Dans un deuxième temps, il nous faut voter sur la majoration des indemnités, toujours par application du Code général des collectivités territoriales, et nous pouvons avoir deux catégories de majoration. D'une part, parce que la ville est chef-lieu d'arrondissement, il y a une majoration de 20%, et d'autre part, la ville est attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et donc on peut également prétendre à une majoration qui nous permet d'être classés dans la strate supérieure, c'est-à-dire dans les villes de 20 à 49 999 habitants. Et donc, quand on ajoute toutes ces majorations, il vous est proposé d'attribuer les indemnités selon le tableau qui a été joint à la délibération et qui correspond donc à une majoration de 20% pour chaque élu indemnisé, maire, premier adjoint, adjoint, conseiller municipal délégué de quartier, c'est-à-dire tous ceux qui ont des délégations, et pour la majoration de la DSU, 85,57 pour le maire, 22,12 pour le premier adjoint, 17,46 pour un adjoint, 10,80 pour un conseiller municipal délégué et 5,99 pour un conseiller municipal délégué de quartier. Et donc, il vous est demandé d'approuver les modalités de répartition de ces indemnités de fonction. Vous avez donc, encore une fois, le tableau détaillé qui fixe nom par nom les sommes auxquelles chacun pourra prétendre, et de dire que ces indemnités subiront automatiquement, immédiatement, les majorations correspondant à celles de l'indice brut 1027. Et on autorise l'affiliation au régime de retraite complémentaire en fonction du choix de chacun des élus, c'est-à-dire le régime préfonds, je crois, ou FONPEL, auquel l'adhésion est facultative. Voilà, Monsieur le maire, les propositions qui sont faites. Merci, Monsieur Biret. Y a-t-il des observations? Monsieur Bertin. Quelques questions. Je n'ai pas siégé dans cette assemblée depuis un certain nombre d'années. Donc, quand j'ai lu ce tableau, reçu hier soir, ma première surprise, c'était de voir que les 20% ne s'appliquaient pas à l'enveloppe, mais à des conseillers délégués ou... Donc je suppose qu'il y a eu des changements par rapport à mon époque. Alors, ce que me dit Éric Le Ouadec, c'est que c'est lié à la loi récente, la loi engagement et proximité, c'est ça? La loi engagement et proximité. On a fait bien sûr valider ça par la préfecture, parce qu'on n'était pas sûr sur cette histoire de 20% pour les conseillers délégués, et ça nous a été confirmé ce matin? Hier. Voilà, donc je suis désolé. D'accord, premier point. Deuxième point, au niveau de la majoration DSU, oui. Moi j'avais lu, mais peut-être à tort, que cette majoration s'appliquait aux maires et aux adjoints.
mais pas forcément aux conseillers délégués. Dans les villes de moins de 100 000 habitants. Alors là, c'est l'autre loi. Alors là, c'est l'autre loi, démocratie et proximité, qui est un petit peu plus, qui est antérieure, effectivement, qui a permis ça. C'est ça, Eric ? Voilà. Je ne suis pas le plus spécialiste de la question, mais j'ai bien confiance dans ce qu'on me dit. Moi non plus, mais voilà 2 questions qui me sont venues lorsque j'ai vu ce tableau. Très bien. Après, je ferai peut-être 1 ou 2 remarques, mais Allez-y, je on vous va attends. attendre. Bah, finissez, Monsieur Bertin, et D'accord. puis, si vous voulez. Donc finalement, lorsque je lis ce tableau, par rapport aux indemnités du mandat précédent, je m'aperçois que seul Monsieur le maire augmente nettement et que les autres, par contre, c'est plutôt le statu quo. Hein, c'est le moins qu'on Pas puisse faux. dire. Voilà donc la remarque que je voulais faire par rapport à la lecture de ce tableau. Merci, Monsieur Bertin. Monsieur, il y avait une autre question ? Non ? Merci. Donc, qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Rapport adopté. Je vous remercie. Monsieur Biret, créditeur majoration, s'il vous plaît. Le statut de l'élu local prévoit que les élus peuvent bénéficier de créditeurs pour assumer leur mandat. Et donc, il vous est proposé d'instaurer ce créditeur de manière à ce que chaque élu puisse se dégager de ses obligations professionnelles pour participer aux différentes réunions, soit du conseil municipal, soit des commissions dont il est membre, soit des délégations qui lui seront données pour représenter la ville là où elle doit être présente. Et donc, l'employeur est tenu d'accorder ce créditeur aux élus qui en font la demande. Ce temps d'absence est réduit si la personne n'est pas à temps plein et il n'est pas rémunéré par l'employeur. Il vous est donc proposé d'instaurer ce créditeur forfaitaire trimestriel, non reportable d'un trimestre à l'autre, et le montant les heures est fixé à ce que la loi prévoit, c'est-à-dire pour le maire 140 heures, pour un adjoint 122h30, pour un conseiller municipal bénéficiaire d'une délégation de fonction 122h30 et pour un conseiller municipal 21h. Nous pouvons également, comme nous sommes ville, chef-lieu de sous-préfecture, voter une majoration de ce crédit de 30%. Donc, il vous est proposé d'adopter ce créditeur et la majoration de 30% compte tenu du fait que Fontenay-le-Comte est ville sous-préfecture. Merci, Monsieur Biret. Y a-t-il des observations sur les créditeurs ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Je vous remercie. Délibération suivante sur le droit à la formation, c'est Madame Drouin. L'article L. 21-23-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur, agrément dispensé après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. La loi prévoit qu'il appartient au conseil municipal, dans le cadre d'une délibération obligatoire prise dans les 3 mois suivant son renouvellement, de déterminer les orientations et les crédits ouverts pour l'exercice de ce droit à la formation. Ce droit s'exerce dans le cadre suivant. Les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés, fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenus subies par l'élu liées à ces formations sont compensées par la commune
dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune, montant théorique prévu par les textes, majoration y compris, et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Les formations doivent être assurées par des organismes agréés. Il est proposé de fixer les orientations suivantes en ce qui concerne les thèmes des formations susceptibles d'être suivis. Traiter du fonctionnement du conseil municipal et d'une commune en général. Traiter des relations entre une commune et des organismes extérieurs, établissements publics de coopération intercommunale, autres collectivités, etc. Et traiter d'un sujet précis entrant dans le champ de la délégation dont est bénéficiaire un élu. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les orientations suivantes en ce qui concerne le thème des formations susceptibles d'être suivies par les élus dans le cadre de l'exercice de leur droit à la formation. Traiter du fonctionnement du conseil municipal et d'une commune en général. Traiter des relations entre une commune et des organismes extérieurs, établissements publics de coopération intercommunale, autres collectivités, etc. Traiter d'un sujet précis entrant dans le champ de la délégation dont est bénéficiaire un élu. De décider de fixer au taux maximal de 20% du montant total des indemnités annuelles de fonction des élus de la ville, le montant des dépenses de formation à répartir à égalité entre chaque élu, un 33e. Merci Madame Drouin. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Questions? Non. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Délibération suivante, toujours Madame Drouin. Alors, la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit à l'article 3-1 que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité et à un accroissement saisonnier d'activité. Elle prévoit également au premier alinéa de l'article 3-1 que les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'1 an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions réglementaires. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire, pour la durée de son mandat, à recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à des besoins liés à des accroissements d'activité, conformément à l'article 3.1, d'autoriser Monsieur le maire, pour la durée de son mandat, à recruter des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, de charger Monsieur le maire de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil, d'autoriser Monsieur le maire à subdéléguer au directeur général des services la signature des contrats, de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette délibération? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Madame Drouin, toujours. Délibération suivante, s'il vous plaît. L'article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, permet à l'autorité territoriale de recruter librement un collaborateur pour former son cabinet. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'inscription au budget, chapitre 012, les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le maire l'engagement d'un collaborateur de cabinet dans les conditions suivantes. Conformément aux dispositions du décret 2005-618 précité, le montant de ces crédits attribués à la rémunération du collaborateur de cabinet du maire sera déterminé de façon
à ce que le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel. En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de l'article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. De dire que ces crédits seront prévus pour la durée du mandat du maire. Merci. Y a-t-il des observations? Oui. Monsieur Fourage, je vous écoute. Nous pensons que, compte tenu de l'évolution des effectifs, notamment au service de la communication, compte tenu du contexte global, que ce poste-là, à notre sens, n'est pas nécessaire et devrait ne pas être finalement budgété. Pour le coup, et nous étions d'accord sur les indemnités des élus, et non pas les diminuer par moitié. Pour le coup, sur le directeur de cabinet, il me semble qu'il y a un vrai effort qui pourrait être fait. Quand on voit le renforcement qui a eu lieu au niveau du service communication, le développement au niveau de la communauté de communes à cet égard également, je pense qu'il y a une vraie mutualisation à opérer et certainement des gains. Et quand on voit le montant qui ne peut pas être supérieur à 90%, ça c'est la règle, du montant du traitement correspondant à l'indice terminal, eh bien, pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner. Chargé, allez, on est sur une économie qui peut être aux alentours, je dirais, à peu près de 80 000 euros par an, minimum. Et que donc cette économie substantielle, c'est le moins qu'on puisse dire, serait bien nécessaire pour d'autres actions, notamment vis-à-vis des personnes défavorisées, comme on avait pu le proposer il n'y a pas si longtemps que ça. Merci, Monsieur Fourage. Concernant les effectifs du service communication, il y a un agent de plus. Voilà, et on a vu d'ailleurs l'utilité d'avoir un agent supplémentaire dans la période de la crise, d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, entre autres. Et s'il y a bien un investissement dans la communication que nous avons fait, celui-ci est bon. Donc, en aucun cas, je regrette l'apport du service communication. Il a été pertinent. Et concernant le collaborateur de cabinet, je n'ai pas l'intention de changer. Vous en aviez un. Il n'y a pas de raison de changer. Le maire aura besoin d'un collaborateur de cabinet. Donc, c'est une proposition que vous faites. Je ne la partage pas, mais vous avez le droit. J'en avais un, mais je m'étais engagé à ne pas en avoir. Ah. C'est toute la différence. Formidable. Eh bien, moi, je m'engage à continuer. Voilà. Il ne vous a pas échappé que j'ai été dans la continuité, Monsieur Fourage. Ah, ben formidable. Merci bien. Donc, qui vote contre? J'imagine. Donc, 7 voix. Vous abstenez? Abstention. Rapport adopté. Je vous remercie. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai perdu mon fil. Alors, personnel communal, il s'agit là de la prime exceptionnelle concernant le Covid pour nos agents. La prime exceptionnelle Covid-19 a pour objet de prendre en compte le surcroît significatif de travail accompli en présentiel, en télétravail ou en assimilé par les agents titulaires et contractuels de droit public, mais aussi prendre en compte les conditions particulières de travail des agents en présentiel, notamment ceux qui étaient en contact avec le public particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Donc l'application de la prime exceptionnelle Covid-19 nécessite une délibération du conseil municipal spécifique afin de déterminer les modalités d'attribution de cette prime. Donc je vais vous en faire lecture. Donc il s'agit essentiellement concernant cette prime premièrement des conditions d'attribution dont la prime exceptionnelle Covid-19 est instaurée au regard des suggestions suivantes pour la période du 18 mars au 10 mai 2020 pour le travail en présentiel et le télétravail en dehors des missions ordinaires
lorsqu'il y a eu des missions en lien avec le traitement de la crise sanitaire Covid-19. Concernant les bénéficiaires, il s'agit des agents titulaires et des agents contractuels et en aucun cas des emplois fonctionnels qui sont exclus du bénéfice de cette prime. Le montant et les modalités de versement de cette prime est plafonné à 1 000 € pour les agents en présentiel et à 500 € pour les agents en télétravail. La prime est versée au prorata du nombre de jours de travail, comme déterminé dans l'article 1 selon les bases journalières suivantes, 28,57 € par jour pour les agents présentiels et 14,29 € par jour pour les agents en télétravail. Les montants individuels seront arrondis à l'unité supérieure. Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. Elle n'est pas reconductible. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, au résultat ou à la performance, ou versée en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et de contributions sociales. L'autorité territoriale déterminera les bénéficiaires dans les conditions prévues ci-dessous et l'autorité territoriale fixera le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l'Assemblée. Ce montant est individualisé. Donc, juste pour information, il concerne le montant total en fait est d'environ 40 000 € pour l'ensemble des agents de la collectivité. Pour les agents présentiels uniquement, donc 124 agents. Et pour les agents en présentiel et en télétravail, 15 agents, et pour le télétravail uniquement 9 agents. Donc sur un total de 237 agents. Donc, y a-t-il des observations, ou des questions sur cette prime ? Oui, sur le principe de la prime, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'opposition. C'est au niveau des critères, en fait. Comment allez-vous évaluer le temps de travail en télétravail du personnel restant à domicile? Et la surcharge, oui. Ça a été évalué à l'heure près par les chefs de service. Chaque chef de service a fait remonter, effectivement, les remontées des agents qui étaient en présentiel ou en télétravail. Oui, mais le télétravail, comment il a été évalué? Comment elle a été évaluée, cette charge? Voilà, déclaration d'heures travaillées avec la remontée des agents de service pour les responsables de service. Donc on dit voilà, on pourra vous donner des informations si vous le souhaitez. Ok. Il n'y a aucune information d'ailleurs dans le comité technique. D'ailleurs, je note au passage que les représentants du personnel n'ont pas voulu assister compte tenu du fait que ce point a été rajouté. Ce point a été rajouté. Oui, le point a été rajouté, mais c'est pas forcément pour ça qu'ils ne sont pas venus. Il a d'ailleurs été rajouté après le conseil municipal du 9 juin, alors que au conseil municipal du 9 juin, vous aviez dit que vous aviez déjà prévu cette prime. Donc on peut laisser supposer que ce n'était pas tout à fait vrai, c'est moins qu'on puisse dire. De surcroît, les représentants du personnel s'interrogent sur cette répartition. Et encore une fois, moi je suis désolé, dans le rapport au comité technique, il n'y a rien sur le critère d'évaluation. Rien. Et pourtant, il y a eu une présentation qui a été faite. Et là, ce soir, on apprend qu'effectivement, ça serait donc un système plutôt déclaratif, si je m'abuse, c'est-à-dire, ou tout au moins, en fonction de ce que pourrait dire l'agent. Encore une fois, comment vous pouvez assurer une égalité de traitement entre ceux qui ont fait du télétravail et qui ont déclaré ce télétravail, et comment vous avez pu approcher la surcharge de travail? Est-ce que c'est uniquement, ce que vous avez l'air de nous dire, uniquement sur une dimension horaire, ou est-ce que c'est sur d'autres critères? Par exemple, la question de la pénibilité ou d'autres critères. Et moi, je pense que effectivement, il pourrait y avoir d'autres critères qui pourraient être pris en compte que uniquement le critère horaire. Et je trouve que pour le coup, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient peut-être éventuellement se voir récompensées, si on peut dire ça comme ça, par cette prime. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous dire en toute honnêteté, je n'ai pas assisté, donc je ne vais pas vous dire de mensonges, je n'ai pas assisté à cette réunion. Ce qui est sûr, c'est que ça a été validé par les 20 chefs de service. C'est sur des volumes horaires pour les agents qui sont récompensés sur leur temps pendant la période de crise.
Je pense qu'au dernier conseil, d'ailleurs, vous en aviez fait l'écho, vous étiez favorable à cette prime. Après, on pourra vous donner des éléments, si vous le souhaitez, de manière plus précise. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de récompenser les agents qui ont tenu effectivement des permanences ou qui sont venus effectivement travailler pendant cette période de crise. C'est ça qui me semble important. Le gouvernement a mis cette prime en place. Nous délibérons pour effectivement en faire bénéficier nos agents. Vous vous inscrivez effectivement dans la continuité, y compris par le fait que les représentants du personnel, encore une fois, dans leur rapport au comité technique, il n'y a aucun élément présenté. Alors, vous nous dites, on pourra vous les communiquer. Bien, moi, je dis que si vous voulez vraiment faire du dialogue social, commencez déjà par les communiquer aux représentants du personnel pour qu'il y ait un vrai débat et un vrai dialogue. Merci, Monsieur Fourage. Donc, concernant cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Et je vais demander à Madame Drouin de poursuivre, s'il vous plaît. Alors, par courriel en date du 22 juin 2020, la Ville a été informée de décisions d'effacement de dettes prises directement par le tribunal d'instance ou par la commission de surendettement de la Banque de France en substitution du tribunal d'instance comme la loi le permet depuis le 1er janvier 2018. Une décision d'effacement de dette s'impose à l'ordonnateur et au comptable. Première créance 64,15 €, commission du 14 juin 2019 et deuxième créance 57,72 €, commission du 13 juin 2018. Les écritures comptables se feront par l'émission de mandat au compte 6542. Il est donc proposé au Conseil municipal d'admettre en créance éteinte la somme suivante. Au budget principal, un montant total de 121,87 €, suivant le détail ci-dessous. Première créance 64,15 € et deuxième créance 57,72 €. Merci. Y a-t-il des observations? Non. Qui vote contre cette délibération? Abstention. Rapport adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Légeron. Merci, Monsieur le maire. Dispositif colo apprenante, politique de la ville. La crise sanitaire ayant mis en exergue les difficultés rencontrées par les enfants et jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le gouvernement a créé le dispositif colo apprenante pour permettre à 250 000 jeunes, dont 200 000 des quartiers prioritaires, de partir en vacances afin de découvrir de nouveaux horizons tout en alliant activités pédagogiques, culturelles et sportives. Les colos apprenantes sont des séjours de 5 jours se déroulant entre le 4 juillet et le 31 août 2020. Ils sont déclarés auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et doivent répondre à un cahier des charges pour être labellisés colo apprenantes, notamment respect des consignes sanitaires en vigueur, prix du séjour permettant la gratuité aux familles, temps de renforcement des apprentissages et valorisation de l'objectif réussite de la rentrée scolaire, qualité de l'encadrement, lien avec les familles. Le prix des séjours est plafonné à 500 € par enfant. L'État et la collectivité porteuse cofinancent les séjours à hauteur de 80%, soit 400 € pour l'État, et à hauteur de 20%, soit 100 € pour la collectivité, afin d'atteindre la gratuité pour les familles. Pour le quartier prioritaire Centre Moulin-Liot de Fontenay-le-Comte, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a réservé une enveloppe de 11 600 €, soit une prise en charge de 29 jeunes du quartier au maximum. Ce financement est alloué à la collectivité a posteriori et sur présentation des documents attestant du nombre de départs effectifs. La collectivité se charge de l'inscription des mineurs sur les séjours labellisés et référencés, de l'organisation et du coût du transport vers le lieu du séjour et du retour. Le préfet de la Vendée a adressé aux villes de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte l'appel à projet de départ en colo apprenante. Les candidatures doivent être adressées à la direction départementale de la cohésion sociale de Vendée pour le 27 juillet au plus tard. Donc, considérant qu'il y a lieu de répondre à l'appel à projet de départ en colo apprenante, considérant l'intérêt de ces actions pour les familles du quartier prioritaire,
il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du dispositif colo apprenante, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci Madame Légeron. Y a-t-il des observations ou des questions sur ce dispositif? Madame Verhaeg. Micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Là, vous nous parlez de 29 enfants qui ont été répertoriés dans le quartier prioritaire. Ça ne s'adresse qu'au quartier prioritaire. On n'avait pas possibilité, parce qu'on parle au tout début de 250 000 jeunes, dont 200 000 appartenant au quartier prioritaire. Ça veut dire qu'il y aurait 50 000 jeunes qui ne seraient pas quartier prioritaire, qui pourraient aussi en bénéficier ou pas? Parce que j'imagine que sur Fontenay, il n'y a pas que le quartier prioritaire des Moulins-Lio pour lesquels ça pourrait être intéressant. Oui, à la fin des éléments, Gisèle. Oui, c'est-à-dire qu'au vu du contrat de ville qui a été signé le 13 février 2015, et que donc il a été mentionné que Fontenay-le-Comte avait un quartier prioritaire, il a été demandé de choisir les 29 enfants qui vont pouvoir partir sur le quartier prioritaire. D'accord. Et si il n'y avait pas 29 enfants à partir sur le quartier prioritaire, est-ce que l'on pourrait faire bénéficier d'autres enfants qui n'appartiendraient pas à ce quartier prioritaire? Oui, éventuellement, mais sur le quartier prioritaire actuellement, il y a déjà 90 élèves qui ont été répertoriés, parce qu'il s'agit d'enfants entre 6 ans, donc le CP, et 15 ans le collège, et on vise d'abord les enfants école élémentaire, et sur les 90 élèves qui ont été répertoriés sur ce quartier, je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver 29 enfants qui acceptent de partir en vacances. Et si ce n'était pas le cas, on pourrait élargir. Si ce n'était pas le cas, effectivement, on pourrait élargir. Et on a suffisamment de familles qui ont besoin d'aide de ce côté. Très bien, merci. Merci. Donc, pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Et donc, je vous propose la dernière délibération, celle de Monsieur Jean-Pierre Pétorin, s'il vous plaît. Et merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune au titre de l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, au cours de l'année 2019, le bilan de la politique foncière est le suivant. Concernant les acquisitions par la commune, il a été donc acquis des consorts poussins, des parcelles cadastrées section AS numéro 14 et 15, situées 15 et 17 rue des Loges, par acte du 29 mars 2019. Il a été acquis de Louis Bonneau, la parcelle cadastrée section BD numéro 418 et les droits indivis de la parcelle BD numéro 26, située boulevard du Chaille, par acte du 11 octobre 2019. Il a été procédé à des ventes par la commune. Donc, vente à Monsieur Chauvrière et Madame Croc, des parcelles cadastrées section AS numéro 590-874 et 875, situées 16 rue de la Grue, par acte du 15 février 2019. Vente donc à Monsieur et Madame Claude Diemgard, de la parcelle cadastrée section AR numéro 643, située 19 rue du Canal, par acte du 6 mai 2019. À Monsieur et Madame Richard Bonnet, la parcelle cadastrée section CD numéro 360, située 27 rue du Désert, par acte du 29 mai 2019. À la SCI Briffaut, de la parcelle cadastrée section BV numéro 545, située avenue du Président Georges de Pompidou, ancienne école Robert Marcet, par acte du 17 juillet 2019. À la SCI Pierrot, des parcelles cadastrées section AP numéro 33-328 et 350, situées 20 impasse du Guébreau, par acte du 1er octobre 2019. À l'association du Souvenir Vendéen, de la parcelle cadastrée section AK numéro 326, située rue du Maréchal Leclerc, par acte du 24 octobre 2019. Au consort Berland, des parcelles cadastrées section BM numéro 540,
543 et 526, situés rue de Grisset, par acte du 3 décembre 2019, à la communauté de communes Pays de Fontenay de la parcelle cadastrée section ZT numéro 742, située rue des Lampes, par acte du 27 août 2019. Il est également procédé à des échanges avec Soult, avec M. et Mme Briand, parcelle CD cadastrée section BE numéro 341, située 2 places du 137e régiment d'infanterie, parcelle reçue cadastrée section BE numéro 339, lot 14, 15 et 16, et BE numéro 352, située 14 rue des Orfèvres, par acte du 28 février 2019. Également avec M. et Mme Marguerite, parcelle CD cadastrée section ZD, numéro 174, situé 4 rue du Petit Logis, parcelle reçue cadastrée section ZD, numéro 172, situé rue du Petit Logis. Enfin, un crédit bail à la société Chour Flexible Uniflexo de la parcelle cadastrée section ZT numéro 588, située rue du Moulin de la Groix, par acte du 29 août 2019. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan des opérations foncières et immobilières opérées par la ville au cours de l'année 2019. Merci, Monsieur Péterin. Juste information pour Chour Flexible Uniflexo. Donc, ce n'est pas un paradis fiscal, c'est juste le nouveau nom de la SAC. Voilà, histoire de rassurer tout le monde. Voilà, donc il vous est proposé de prendre acte. Avez-vous des observations? Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Se clôt ce conseil municipal. Et donc, nous vous proposerons probablement, à moins qu'il y ait une urgence avant, un conseil municipal désormais le 29 septembre à 18h30 dans cette même salle. Je vous souhaite bon courage, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. À très bientôt. Merci.